Dans l'épisode du jour, nous plongeons au cœur d'un récit palpitant, où chaque tic-tac est un battement de cœur résonnant dans la poitrine d'une petite ville inconsciente qui est sur le point de traverser l'un des pires drames de son histoire. Nous sommes à Star City, 70 km au sud de Pittsburgh, où la vie s'écoule habituellement sans problème. Mais une certaine nuit d'été, tout bascule. C'est ici que le destin d'une jeune adolescente, Skylar Neese, va prendre un tournant inattendu, transformant cette nuit en un cauchemar éveillé. Les rues tranquilles de cette petite bourgade vont bientôt résonner d'un écho terrifiant, un événement si horrible qu'il va marquer à jamais la communauté. Star City, une petite localité dans la banlieue de Morgantown, en Virginie occidentale. C'est une communauté soudée d'environ 2000 habitants, caractérisée par une population majoritairement blanche, avec une présence notable d'Afro-Américains et d'Asiatiques. La ville est animée par un esprit de solidarité et d'engagement de ses résidents, reflétant l'atmosphère typique des petites villes américaines, où tout le monde se connaît. C'est dans cette ville que Skylar Neese voit le jour le 10 février 1996, fille unique de Mary Neese qui travaille comme adjointe administrative dans un laboratoire de cardiologie et de Dave Neese qui travaille comme employé chez Walmart. C'est une adolescente pleine de vie et d'ambition. Étudiante à l'école secondaire Louis Chess, Skylar est une étoile parmi les lycéens. Elle se distingue par son intelligence et sa détermination. Les week-ends, elle travaille chez Wendy's, un fast-food local où elle gagne de l'argent de poche. Skylar, animée par une passion pour les mystères et une curiosité insatiable, rêve d'une carrière en criminologie. Son esprit vif et analytique, capable d'imaginer des scénarios complexes, la pousse à discuter de cas célèbres avec ses amis et sa famille, souvent pendant des heures. Sa passion pour la justice et son désir d'aider les autres sont des qualités qui la rendent unique et précieuse aux yeux de sa communauté. Elle est très appréciée, non seulement grâce à sa personnalité attachante, mais aussi pour son désir profond d'aider les autres et de faire la différence dans le monde. Dans cette petite ville, tout le monde la connaît. C'est une jeune fille aimée de tous, qui représente l'espoir et les rêves de toute une génération. C'est dans cette atmosphère de normalité apparente que la vie de Skylar se déroule, une vie pleine de promesses et d'aspirations. Skylar trouve en Sheila Eddy une amie de cœur. Elles se rencontrent pendant leur enfance, à l'âge de 8 ans, au sein de leur établissement scolaire. Leur lien unique d'amitié se renforce au lycée. Elles deviennent inséparables, connues de tous pour leur solidarité indéfectible. Skylar trouve en Sheila une confidente, une alliée, une sœur de cœur. Cette connexion profonde influence chaque aspect de sa vie, lui apportant soutien et réconfort dans les moments de doute. Un après-midi ensoleillé, Skylar et Sheila sont assises sous leur arbre préféré dans la cour de l'école. « Tu crois qu'on sera toujours amis, même après le lycée ?» demande Skylar. « Évidemment, rien ne pourra jamais changer ça. J'ai parfois peur de l'avenir. Ne t'inquiète pas, je serai là, quoi qu'il arrive, » lui assure Sheila, sa main serrant celle de Skylar. « Promets-le-moi » insiste son amie. « Je te le promets, dit-elle, un sourire rassurant aux lèvres. Dans le regard des autres, Skylar et Sheila ne sont pas simplement amies. Elles partagent une complicité profonde, une véritable sororité à elles deux. Cette proximité prend une dimension encore plus grande dans le contexte d'une époque où les réseaux sociaux s'immiscent dans la vie des adolescents. Ces plateformes deviennent le reflet de leur amitié, amplifiant chaque sourire et chaque larme devant un public mondial. Leurs profils en ligne sont un kaléidoscope de moments partagés, des selfies pris à la lumière dorée du crépuscule, des vidéos de danses improvisées et des publications éphémères qui capturent l'insouciance de leur âge. Dans la maison de Skylar, Sheila est une présence constante, presque fantomatique. Les parents de Skylar parlent de Sheila comme d'une seconde fille. « Tu sais, Sheila est plus qu'une amie pour moi, » murmure Skylar. « Nous, en tout cas, on voit en elle une sœur pour toi, » lui confirme sa mère. Dave hoche la tête en silence, un sourire bienveillant aux lèvres. « Je n'imagine pas ma vie sans elle. Elle sera toujours là pour toi, tout comme nous, » assure Mary, en posant une main réconfortante sur son épaule. Mais le destin, capricieux, se moque souvent des promesses de l'éternité. Un événement inattendu est sur le point de bouleverser le cours tranquille de leur vie. Au lycée, Skylar et Sheila croisent le chemin de Rachel Shoaf. Cette rencontre scelle alors un trio inséparable. Elles se proclament non pas amies, mais bien sœurs, un lien sacré qui transcende les simples camaraderies. Leur aventure lycéenne débute avec l'insouciance de la jeunesse
explorant les interdits avec une curiosité débridée. Les premières cigarettes furtives, les escapades nocturnes pour goûter à l'ivresse de l'alcool ou rejoindre des amis en cachette. Ces moments de liberté sont d'autant plus savourés grâce au petit boulot qu'elles occupent, leur offrant un avant-goût de l'autonomie tant convoitée. Un jour, les 3 filles cachées derrière le lycée, Skylar entame la conversation. « On peut tout faire, comme si le monde était à nos pieds. » C'est excitant, c'est vrai, mais parfois, je me demande si on ne dépasse pas les bornes, ajoute Shayla. Les bornes ? À notre âge, c'est le moment de vivre pleinement. Rachel a raison, il faut saisir chaque instant, poursuit Skylar. Oui, mais j'ai peur que certains choix nous hantent plus tard, murmure Shayla presque pour elle-même. Des regrets ? C'est impensable. Ces moments seront les joyaux de notre mémoire, affirme Rachel. Exactement. Tant qu'on est ensemble, rien ne peut mal tourner, n'est-ce pas ? Conclut Skylar, en rassemblant ses amis d'un regard complice. Le trio, uni par des liens forts, partage les rires et les secrets de ces années tumultueuses. Ensemble, elles explorent les joies et les peines de leur jeunesse, oscillant entre les bancs de l'école et les soirées où l'insouciance se mêle à l'ivresse de l'alcool et aux volutes de cannabis. Malheureusement, il semble souvent que dans un trio d'amis, 2 des membres finissent par développer une complicité plus forte, laissant le 3e se sentir exclu. Dans ce trio, ce sera Skylar, tandis que Shayla va se rapprocher de plus en plus de Rachel, éclipsant progressivement son amitié avec Skylar. Leur complicité autrefois inébranlable commence à montrer des signes de fissure. Les après-midi ensoleillés, empreintes de liberté et d'alcool, deviennent le théâtre de tensions croissantes. Lorsque l'ivresse emporte Shayla et Rachel dans un tourbillon d'affection débridée, Sky se sent de plus en plus isolée, son rôle se réduisant à celui d'une spectatrice capturant ses moments avec son téléphone. Une tentative désespérée de se raccrocher à une normalité qui lui échappe. « Je ne sais pas ce qui se passe avec elle », murmure Sky à son reflet dans le miroir de sa chambre. Une photo de ses amis à la main. « Elle change ou c'est moi ?» se demande-t-elle, la confusion se lisant dans ses yeux. Les réseaux sociaux deviennent son exutoire, où elle exprime sa douleur et sa solitude, des tweets cryptiques qui crient son désarroi à qui veut bien l'entendre. Les messages qu'elle reçoit en retour de Shayla et Rachel sont ambigus, oscillant entre la camaraderie et la cruauté, laissant Sky dans un état d'incertitude constant. « Pourquoi vous m'écartez ?» demande un jour Sky à ses amis lors d'une de leurs rencontres habituelles. « Écoute Sky, tu es différente, répond Rachel. Différente comment ? Parce que je ne veux pas vous embrasser quand je suis ivre ? Réplique-t-elle. Ce n'est pas ça, Sky, c'est juste compliqué, intervient Shayla. Leur amitié, autrefois un refuge, devient un champ de bataille où chaque mot est une arme potentielle. Malgré les apparences, les photos sur Twitter, les sourires forcés, la vérité est que leur trio est en train de se désintégrer. Sky se sent de plus en plus isolé. Ses tentatives de maintenir leur lien se heurtent à un mur d'incompréhension et de secrets. C'est dans ce contexte trouble que la vie de Skylar prend un tournant inattendu. Le 6 juillet 2012, Skylar s'apprête à prendre le volant de la voiture familiale. L'aube peine à percer lorsque ses parents lui confient les clés. « Fais attention sur la route, ma chérie », lui lance Mary. « Je serai prudente, promis. Et n'oublie surtout pas de mettre la ceinture de sécurité », ajoute Dave. La journée s'étire pour Skylar, qui enchaîne les heures de service au restaurant local. Lorsqu'elle rend les clés à son père ce soir-là, la fatigue pèse sur ses épaules. « Je suis épuisée, je vais directement me coucher », annonce Skylar. « Tu as mangé quelque chose ?» s'inquiète Mary. « Oui, un sandwich sur le pouce. Bonne nuit !» Skylar se dirige alors vers sa chambre. Ses parents sont dans le salon, absorbés par une émission de télé-réalité populaire. Ils hochent la tête de manière distraite, leurs yeux suivant les mouvements des candidats à l'écran. « Repose-toi bien, ma chérie », conseille Dave. « Et n'hésite pas si tu as besoin de quelque chose », ajoute Mary. La porte de sa chambre se ferme doucement, et le silence de la nuit enveloppe la maison. Puis, l'aube se lève sur Morgantown, et Skylar est absente de sa chambre. Ses parents partent pour leur journée de travail, convaincus que leur fille se repose paisiblement après une longue journée de labeur. Vers midi, Dave rentre chez lui, anticipant un déjeuner rapide avant de reprendre le travail. Il monte à l'étage réveiller sa fille, qui doit partir au travail dans quelques minutes. Donc, il frappe à la porte de Skylar. « Sky, c'est l'heure de se lever, je te laisse les clés ici », annonce Dave. Pas de réponse.
L'inquiétude de Dave grandit, et il frappe à la porte avec plus d'insistance. « Sky chérie, tu es là ?» appelle-t-il, un léger tremblement dans sa voix. Le silence est sa seule réponse. Il tente de tourner la poignée, mais la porte est verrouillée. Un sentiment de malaise s'installe. Il descend précipitamment, sort de la maison et remarque la fenêtre ouverte de la chambre de Skylar, un banc placé en dessous. C'est très troublant. Dave appelle sa femme. « Mary, tu sais où est Sky ? Sa fenêtre est ouverte et elle ne répond pas. »« Non, j'en ai aucune idée. Elle n'a rien dit hier soir, » répond Mary, la confusion se mêlant à son anxiété. Dave, le front plissé par l'inquiétude, compose le numéro de Shayla. « Shayla, c'est Dave. Tu as vu Sky aujourd'hui ?» demande-t-il. « Non, monsieur Nees. On a parlé hier vers minuit, mais après, plus rien, » répond Shayla. Dave, convaincu que la disparition de Skylar peut être une simple fugue adolescente habituelle, sent son cœur s'alourdir d'inquiétude lorsque le téléphone retentit. À l'autre bout, la voix de la responsable du Wendy's. « Monsieur Nees, il est midi passé et Sky n'est pas au travail, ce n'est pas dans ses habitudes, » l'informe la responsable. « Je comprends, merci de m'avoir prévenu. » La gravité de la situation s'impose à lui. Si Skylar avait planifié une escapade nocturne, elle n'aurait jamais manqué son travail. La nuit de fugue de Skylar prend désormais une dimension inquiétante. Les heures passent et l'angoisse grandit. Où est Skylar ? Que s'est-il passé cette nuit ? Les questions se multiplient, mais les réponses se dérobent, laissant place à un suspense insoutenable. Heureusement, l'appartement où réside la famille est doté de caméras de surveillance orientées vers le parking. La famille demande à pouvoir les visionner. Les caméras de surveillance ont capturé une scène. Sur les images granuleuses, une voiture s'immobilise sur le parking, et presque aussitôt, la silhouette de Skylar se dessine, se hâtant vers le véhicule avant de disparaître dans la nuit. « Regarde Mary, c'est bien Skylar là, n'est-ce pas ? Elle monte dans cette voiture, » dit Dave, les yeux plissés, scrutant l'écran de surveillance avec intensité. « Mais qui conduit ? On ne voit rien sur ces images. » Dave saisit le téléphone, le cœur battant, et compose le 911. Sa voix est ferme, mais trahit son inquiétude. « Bonjour, je souhaite signaler la disparition de ma fille, Skylar Nees, » déclare-t-il. « Elle a quel âge, votre fille, monsieur ?» demande l'opérateur du 911. « Elle a 16 ans. » « Quand l'avez-vous vue pour la dernière fois ?» Hier soir, elle est rentrée après son travail, mais ce matin, en allant la réveiller, je ne l'ai pas trouvée dans sa chambre. » « Que s'est-il passé exactement ? Y a-t-il des circonstances particulières que nous devrions connaître ? Car ça pourrait être juste une fugue d'adolescent. » J'ai remarqué que la fenêtre de sa chambre était ouverte et un petit tabouret se trouvait en dessous. Et puis, sur les caméras de surveillance de mon appartement, on voit qu'elle fait le mur et monte dans une voiture inconnue. Je ne pense pas que ce soit une fugue, dit Dave. « Je vais envoyer une patrouille, » répond l'opérateur. « Faites vite, s'il vous plaît. Il s'agit de ma fille, » conclut Dave, la voix tremblante. Les minutes s'écoulent, comme des heures, chaque tic-tac de l'horloge résonnant comme un cruel rappel du temps qui passe. Lorsque les policiers arrivent, ils écoutent le récit des parents, mais leur réponse est celle que Dave et Mary redoutaient. « Les adolescents font parfois des choses impulsives. Elle reviendra probablement d'elle-même, » dit le policier. « Mais elle est montée dans une voiture avec quelqu'un en pleine nuit. Cela ne vous semble pas suspect ?» insiste Dave. « Nous allons enquêter, mais essayez de rester calme. C'est certainement moins grave que vous ne le pensez. » Dave et Mary se regardent, un mélange de frustration et de peur dans leurs yeux. Leur fille a disparu dans des circonstances alarmantes, et pourtant, ils se sentent seuls face à l'urgence de la situation. Dans le salon éclairé par la lueur vacillante de la télévision, les parents de Skylar sont assis, les yeux rivés sur l'écran, mais leurs pensées sont ailleurs. Les murs, ornés de photos de famille où leur fille sourit à côté d'eux, paraissent désormais témoigner d'un bonheur révolu. Sur la table basse, des piles d'affiches Missing avec le visage souriant de Skylar attendent d'être distribuées. Leur fille a disparu, et l'attente insupportable les pousse à l'action. Le téléphone sonne, brisant le silence pesant. Shayla, la voix tremblante, est à l'autre bout du fil. Mary met sur haut-parleur. Je dois vous parler de Skylar, commence-t-elle hésitante. Qu'y a-t-il, Shayla ? Parle-nous, s'inquiète Mary. J'ai menti, avoue Shayla. Je suis venu chercher Skylar en voiture cette nuit-là. Quoi ? Pourquoi nous avoir menti ? Demande Dave, la confusion et la colère se mêlant dans sa voix. Je pensais qu'elle allait revenir, je l'ai déposée à quelques minutes de chez vous.
Et Rachel était avec vous ? Interroge Mary, cherchant à assembler les pièces du puzzle. Oui, nous sommes sortis ensemble, nous sommes partis fumer dans une ruelle. Les parents échangent un regard alarmé. Nous devons prévenir la police, dit Dave, se levant précipitamment. La conversation avec Shyla révèle de nouvelles pistes, mais aussi de nouvelles peurs. Les parents de Skylar, déterminés à retrouver leur fille, commencent à coller les affiches dans le quartier sous le regard inquiet des voisins. La semaine suivant le 6 juillet 2012 est marquée par une angoisse croissante. Skylar a disparu depuis plusieurs jours et la vidéo de surveillance la montrant dans une voiture inconnue n'a pas suffi à alerter les enquêteurs. Pourtant, ses parents ne perdent pas espoir et continuent d'insister sur des détails troublants. Leur fille est partie sans ses affaires personnelles, sans argent, sans chargeur de téléphone. Autant d'indices qui suggèrent qu'elle comptait revenir chez elle. Malheureusement, malgré leur insistance, il faudra attendre 1 mois complet avant que les autorités américaines ne décident de lancer des recherches intensives. Car après 1 mois d'attente interminable, le FBI entre enfin en action. Les parents de Skylar, épuisés par l'angoisse et l'incertitude, voient enfin une lueur d'espoir. 1 mois, comment peut-on ignorer la disparition d'une enfant pendant tout ce temps ? S'interroge Mary. Le FBI est enfin impliqué, ils vont la retrouver, la rassure Dave. Regarde ce message de Shyla sur Facebook. Reviens à la maison Skylar, lit Mary, les larmes aux yeux. La conversation entre les parents est interrompue par un coup de téléphone. C'est l'agent Henry Fox du FBI en charge de l'affaire. Nous avons convoqué Rachel et Shyla pour un nouvel interrogatoire. Nous allons vérifier chaque détail. Les informe Fox. Merci. Merci beaucoup, répond Dave, un souffle d'espoir renaissant dans sa voix. Les parents de Skylar se tiennent la main, unis dans l'attente et l'espoir, tandis que les enquêteurs poursuivent leur quête de vérité. Les agents fédéraux commencent par interroger les 2 dernières personnes à avoir vu Skylar, Shyla et Rachel. Dans la salle d'interrogatoire, l'atmosphère est tendue. Les agents du FBI posent des questions précises, cherchant à reconstituer les derniers moments connus de Skylar. Racontez-nous exactement ce qui s'est passé la nuit de sa disparition, demande Fox, son regard fixé sur Shyla. Nous avons juste fumé dans une ruelle, rien de plus. Et ensuite, insiste Fox, nous l'avons déposée près de chez elle vers 1 ou 2 heures du matin, ajoute Rachel, sa voix trahissant une nervosité croissante. Pourquoi ne pas l'avoir déposée directement chez elle ? Questionne l'autre agent, Gordon Smith, scrutant les réactions des filles. Nous ne voulions pas réveiller ses parents avec le bruit de la voiture. Et puis, elle était juste à quelques minutes de marche de chez elle, répond Shyla. Vous êtes sûr qu'il ne s'est rien passé d'autre cette nuit-là ? Demande Smith. Non, c'est tout. Nous sommes rentrés chez nous après, répond Rachel. Fox et Smith échangent un regard. Les déclarations de Shyla et Rachel sont cruciales, mais il reste tant de questions sans réponse. Que lui est-il arrivé dans ces quelques minutes fatidiques entre le moment où elle a été déposée et le moment où elle aurait dû arriver chez elle ? Évidemment, une question se pose. Pourquoi les agents du FBI ne consultent-ils pas les caméras de surveillance de la ville ? Malheureusement pour Star City, les autorités ont estimé qu'il n'était pas primordial d'en installer dans les petites ruelles de cette ville, composée d'une communauté de seulement 2000 habitants. Dans ces ruelles silencieuses, 10 minutes peuvent être une éternité, et chaque coin de rue peut cacher un danger inconnu. Les enquêteurs, malgré leurs efforts, se heurtent à un mur d'incertitude. Sans système de vidéosurveillance dans les ruelles, ils ne peuvent confirmer les affirmations de Rachel et Shyla. Les agents promettent de poursuivre l'enquête avec diligence. Les parents de Skylar attendent, espérant un miracle, tandis que le FBI continue de dénouer l'écheveau complexe de la disparition de Skylar. Dans la petite ville de Star City, la disparition de Skylar a jeté une ombre sur la communauté. Les rumeurs se propagent comme une traînée de poudre, alimentée par le mystère qui entoure les derniers moments connus de Skylar. Les élèves du lycée, déjà ébranlés par la disparition de leurs camarades, commencent à craindre pour leur propre sécurité. « T'as entendu ce qu'ils disent ? Que quelqu'un pourrait l'avoir enlevé » chuchote une lycéenne à son amie. « Oui, et avec aucune caméra, comment sauront-ils ce qui s'est vraiment passé ?» La saison des soirées estivales, autrefois synonyme de liberté et d'insouciance, est maintenant marquée par la peur. Les adolescents, qui se réjouissaient à l'idée de longues nuits d'été, redoutent désormais le chemin du retour. Les parents de Skylar, désemparés, observent la ville se transformer. Autrefois remplie de la présence joyeuse de leur fille, leur foyer résonne maintenant du silence de son absence.
Il scrute les visages des passants, cherchant désespérément un indice, un signe de vie de Skylar. Nous devons continuer à chercher, à parler aux gens. Quelqu'un doit savoir quelque chose, insiste Dave, refusant d'abandonner tout espoir. Oui, nous ne pouvons pas laisser la peur nous paralyser. Skylar a besoin de nous. Quelques jours plus tard, Shania Ammons, une amie proche de Shayla, est convoquée à son tour par le FBI. Dans la salle d'interrogatoire, elle prend place face aux enquêteurs. Son regard trahit une nervosité certaine. Ses mains se tordent. Elle commence à relater les événements entourant la disparition de Skylar. La première fois que j'ai entendu parler de la disparition de Sky, c'était par un message de Shayla, dit Shania. Elle disait « T'es au courant pour Sky ? Je ne la trouve pas. Ses parents ne la trouvent pas. La police ne la trouve pas. Elle a complètement disparu. » Les enquêteurs écoutent, notant chaque détail. « Je lui ai demandé ce qui s'est passé, » continue Shania. « Et qu'a-t-elle répondu ?»« Elle m'a tout raconté de la nuit de la disparition de Skylar, » explique Shania. « Elle semblait nerveuse, énervée et confuse. »« Vous a-t-elle dit où elles sont allées ou ce qu'elles ont fait ?» interroge Smith. « Elle a mentionné qu'elles avaient pris la voiture, puis s'étaient réfugiées dans une ruelle sombre pour fumer. »« Et d'après vous, elle disait la vérité ?» insiste Smith, son regard perçant. « Je ne sais pas. Elle avait l'air sincère, mais sa voix était un peu nerveuse. Je lui ai demandé plusieurs fois si elle était impliquée dans la disparition de Sky, continue Shania après un moment de réflexion. Et elle m'a juré que non. » « Si elle a juré, » commence l'enquêteur, laissant sa phrase en suspens. Les enquêteurs savent que les paroles prononcées sous le coup de l'émotion peuvent être trompeuses, mais chaque témoignage est un fil qui, une fois tiré, peut dénouer l'écheveau de la vérité. En recoupant leurs interrogatoires, les enquêteurs commencent à remarquer des similitudes troublantes dans les témoignages de Rachel et Shayla. Cela éveille leurs soupçons et les incite à penser que quelque chose cloche. Chaque détail, chaque anecdote relatée par les deux jeunes filles est identique, comme si elles avaient minutieusement coordonné leur récit. Dans les affaires de disparition, les témoignages spontanés sont souvent parsemés de petites incohérences, le fruit de souvenirs imparfaits. Or, ici, l'absence de tels écarts suggère une répétition préalable. Les enquêteurs réécoutent les déclarations de Rachel et Shayla, cherchant des failles, des signes de fabrication ou de rétention d'informations. Ils analysent les moments clés de la soirée en question, les allées et venues, les conversations, les activités. Le 3 septembre, la tension est palpable au sein du poste de police de Star City. 2 mois se sont écoulés depuis la disparition de Skylar, et chaque jour sans réponse pèse lourdement sur la communauté. Les enquêteurs, déterminés à trouver des indices, saisissent les téléphones et appareils informatiques de Shayla et Rachel. Les experts en informatique se mettent au travail. Ils fouillent chaque fichier, chaque message à la recherche d'une piste ou d'un indice qui pourrait les mener à la vérité. Malheureusement, l'analyse approfondie des appareils ne révèle rien d'incriminant. Il semble que toutes les données potentiellement utiles aient été effacées. Lorsque la nouvelle de l'absence de preuves atteint les parents de Shayla et Rachel, ils se présentent au poste, le visage marqué par la fatigue et la colère. « Vous devez arrêter de les harceler », insiste le père de Shayla. « Nos filles n'ont rien à voir avec la disparition de Skylar. » « Elles sont elles-mêmes traumatisées par tout cela », ajoute la mère de Rachel. « Vous ne trouvez rien parce qu'il n'y a rien à trouver. » Les enquêteurs restent stoïques face à ces protestations. Ils comprennent la douleur des parents, mais savent aussi que chaque détail compte. « Nous comprenons votre position », répond Fox calmement. « Mais nous devons suivre toutes les pistes possibles. » Les parents repartent, convaincus de l'innocence de leurs enfants, tandis que les enquêteurs, imperturbables, se replongent dans l'amas de preuves et de témoignages, déterminés à démêler cette affaire. La situation de Shayla et Rachel, dernière à avoir été en compagnie de Skylar, devient de plus en plus précaire. Une campagne de harcèlement s'abat sur elles, alimentée par des comptes anonymes sur Twitter, qui les somment de révéler la vérité. Les messages, imprégnés de références au karma et aux mensonges, sont incessants, et l'atmosphère devient toxique. Les murmures se transforment en accusations ouvertes. Les élèves du lycée, autrefois camarades, les regardent maintenant avec suspicion et méfiance. « Elles savent quelque chose, c'est sûr !» chuchote-t-on dans les couloirs. La pression sociale est immense. Shayla et Rachel se retrouvent isolées, leurs moindres faits et gestes scrutés et jugés. Shayla, qui connaît Skylar depuis l'enfance, semble étrangement distante face à la disparition de son amie de longue date.
Ces rares tweets ne trahissent aucune émotion, aucun appel à l'aide pour retrouver Skylar. Au lieu de cela, elle affiche une façade de défi. Fatiguée de perdre le sommeil à cause de ça, personne sur cette terre ne peut nous gérer, moi et Rachel. Et si vous pensez que vous le pouvez, vous avez tort. Rachel, quant à elle, adopte une approche différente. Moins présente sur les réseaux sociaux, elle prend le temps de rendre visite aux parents de Skylar, leur demandant des nouvelles, montrant un intérêt pour la disparition de son amie récente. Cette différence d'attitude entre les deux adolescentes ne passe pas inaperçue et alimente les conversations. Pourquoi Shayla ne fait-elle rien, se demandent les voisins, et pourquoi Rachel semble-t-elle plus concernée? Cette absence d'action apparente de la part de Shayla et Rachel contraste fortement avec ce que l'on attendrait d'amis proches dans une telle situation. Normalement, on mobiliserait les réseaux sociaux, on organiserait des recherches, on ferait tout pour garder l'attention sur la disparue. Mais leur silence et leur apparente inaction soulèvent des questions et alimentent les rumeurs. Même les parents de Skylar, initialement convaincus de l'innocence de Shayla et Rachel, commencent à douter face aux avancées de l'enquête. Le message déchirant de Mary Nees sur Facebook révèle la profondeur de son désespoir et de sa frustration. Accablée par la douleur et l'incertitude, elle exprime publiquement ses soupçons et son besoin de vérité, de justice et surtout de clôture. Elle écrit « Considérez la possibilité qu'elles aient pu commettre de tels actes. Au vu des informations recueillies durant l'enquête, il apparaît désormais que ces jeunes filles pourraient être davantage impliquées qu'on ne le pensait initialement. Notre famille doit trouver un moyen de faire son deuil et de se reconstruire, que nous retrouvions Sky ou, dans le pire des cas, que nous devions accepter sa perte. » C'est le post de Mary sur Facebook datant du 16 décembre 2012. La communauté est divisée, tiraillée entre la compassion pour la famille de Skylar et la crainte de condamner injustement deux jeunes adolescentes sous le poids de l'opinion publique. Les faits sont là, éparpillés comme un puzzle macabre que les enquêteurs tentent de reconstituer. Shayla et Rachel, les deux principales suspectes, sont alors convoquées pour un test au détecteur de mensonges. « Shayla, avez-vous déposé Skylar près de chez elle le soir de sa disparition ?» demande Fox. « Oui, c'est ce que nous avons fait », répond Shayla. Mais le détecteur grésille, signalant le contraire. « Vous êtes sûr? Il n'y a pas eu un détour quelque part ?» insiste Fox. « Non, nous sommes allés directement chez elle. » Les aiguilles du détecteur s'affolent, dévoilant le mensonge. Rachel, quant à elle, refuse de passer au détecteur. Les enquêteurs sont perplexes, leurs soupçons grandissent à mesure que ce refus se prolonge. C'est dans cette ambiance tendue que Mary évoque des mensonges, car durant le mois de décembre, les filles ont raconté une autre version des faits aux parents. Dans ce récit, elles admettent ne pas avoir déposé Skylar près de chez elles. Au lieu de cela, elles se sont dirigées vers Blacksville, une bourgade éloignée où elles se sont dissimulées sur un sentier forestier pour fumer. Shayla et Rachel racontent que Skylar, saisi par des hallucinations, s'est précipité dans la forêt et n'a jamais refait surface. Face à cette disparition, au lieu de sonner l'alarme, la peur les a emportées et elles se sont enfuies, regagnant leur domicile sans prévenir les secours. Est-il concevable de croire qu'elles n'aient pas alerté les secours alors que leur amie s'était évanouie dans les bois? Pourquoi ont-elles choisi le silence plutôt que l'aide? 12 jours après le post Facebook de Mary, publié le 16 décembre 2012, Rachel perd le contrôle. Ses cris perçants traversent les murs de sa maison. Ses courses effrénées résonnent dans les couloirs. Ses mains s'abattent sur ses parents dans un accès de rage incontrôlable. Sa mère, désemparée, n'a d'autre choix que de la faire admettre en urgence dans un hôpital psychiatrique. Et cet internement va complètement changer les choses. 5 jours s'écoulent durant lesquels Rachel est isolée du monde extérieur, des réseaux sociaux, des murmures et des regards accusateurs. C'est dans cette bulle de quiétude forcée que les enquêteurs la retrouvent pour un nouvel interrogatoire. Dès les premiers mots, Rachel lâche une bombe. « Nous l'avons poignardée », confesse Rachel d'une voix éteinte, le regard perdu dans le lointain. Les enquêteurs, bien que préparés, ne peuvent dissimuler leur stupeur. « Rachel, pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé ce soir-là » demande Fox. « C'était censé être juste une blague », répond Rachel, les yeux fuyants. « Une blague ?» répète Fox, incrédule. « Vous appelez ça une blague ?» Rachel se recroqueville sur elle-même. « Je sais pas, ça a dérapé. » « Comment a-t-elle réagi ?» insiste Smith. « Elle a crié, elle a supplié » murmure Rachel, les mots semblant lui échapper malgré elle.
Fox et Smith échangent des regards lourds de sens face à cette confession qui pourrait changer le cours de l'enquête. Lors de l'interrogatoire du 3 janvier 2013, Rachel révèle les événements de la nuit tragique où Skylar a disparu. Dans les détails, elle explique que le meurtre était planifié à l'avance. En effet, un mois auparavant, Rachel et Shayla ont orchestré ce qui ressemble à une farce macabre. Le plan est minutieusement élaboré, chaque détail réfléchi. Couteau, couverture, eau de javel pour effacer les traces, pelle, etc. Rien n'est laissé au hasard. Mais derrière cette façade de blague se cache une intention bien plus sombre. Shayla affirme à Rachel qu'elle veut se débarrasser de Skylar. Voici le récit de cette soirée selon les mots de Rachel, un récit qui va éclairer les zones d'ombre de cette affaire. Le 6 juillet 2012, vers minuit 30, une voiture inconnue embarque Skylar devant sa maison. À son bord, ses meilleurs amis, Shayla et Rachel. La voiture serpente à travers la nuit jusqu'à Brave, une ville fantôme dans l'enceinte de la forêt pennsylvanienne. Elles approchent de leur destination, elles s'arrêtent. Le moteur s'éteint et un silence pesant s'installe, seulement perturbé par le murmure des feuilles. Un banc solitaire se dresse dans la pénombre, prêt à accueillir les trois jeunes filles, ignorant qu'il sera le dernier témoin de leur amitié avant que la tragédie ne se déchaîne. Skylar, inconsciente du danger, se rend compte qu'elle a oublié son briquet. Elle se retourne et se dirige vers la voiture. Shayla et Rachel échangent un regard complice et sinistre. 1, 2, 3, murmure-t-elle en chœur avant de fondre sur Skylar, armée de couteaux. Cette dernière est stupéfaite. Elle résiste. La lutte est acharnée. Elle se débat avec l'énergie du désespoir, parvient à saisir un couteau et entaille la jambe de Rachel, qui recule. « Arrêtez, mais pourquoi ?» crie Skylar. Shayla, implacable, se jette de nouveau sur elle et avec une détermination glaciale, lui assène le coup de grâce. Le dernier mot de Skylar se dissipe dans le souffle de la nuit. Pourquoi ? À cet instant, un sourire amer ourle les lèvres de Shayla et des larmes perlent à ses yeux. Elle réalise la profondeur de sa trahison, une révélation amère qui lui rappelle le sort tragique de Jules César, poignardé par son propre ami, Brutus. Dans son esprit résonne l'écho de la célèbre exclamation de l'empereur romain. « Et tout, Brute, toi aussi, Brutus. » Dans un éclair de lucidité, elle saisit toute l'ampleur de sa propre trahison. « Et tout, Shayla. Et toi, Shayla. » Shayla et Rachel tentent d'enterrer Skylar, mais le sol, trop dur, résiste à leurs efforts. Elle décide alors de la traîner jusqu'à un arbre proche. Là, elle dissimule son corps sous des branches et des feuillages avant de s'éclipser dans la nuit. Ainsi, depuis 7 mois, Skylar repose sous un amas de végétation, à seulement 38 minutes de son domicile, dans une sépulture improvisée et solitaire. Les enquêteurs confrontent Rachel. « Pourquoi avoir fait ça ?» demande-t-il, la voix chargée d'une gravité sombre. Rachel, le regard vide, répond froidement. « Parce que nous ne l'aimions plus. » Les mots tombent comme des pierres dans un puits sans fond. Les aveux ne suffisent pas à sceller le sort de Shayla. Sans preuves tangibles, les enquêteurs ne peuvent que spéculer sur la véracité des accusations. Ils décident alors de tendre un piège à Shayla, espérant qu'une conversation entre les deux filles révèle la vérité. La chambre de Rachel se transforme en scène d'interrogatoire improvisée, équipée d'un microphone discret. Fox et Smith attendent, à l'écoute, tandis que Rachel et Shayla se retrouvent face à face. « Tu sais, ils ne nous croiront jamais, » murmure Rachel. « Ne t'inquiète pas, ils n'ont rien sur nous. Et s'ils trouvent quelque chose ? Même si c'était le cas, ils ne peuvent pas prouver que c'était nous qui... Tu sais, » répond Shayla avec un grand sourire. « Mais, et si le corps est découvert ?» insiste Rachel. « Alors, ils trouveront juste Skylar. Ils ne trouveront jamais nos traces. » Le dialogue se poursuit, chargé de non-dits, mais l'aveu implicite de Shayla plane dans l'air. « Tu as vu ce que j'ai posté sur Twitter ?» chuchote Shayla. « Oui, une photo de nous affichant un grand sourire disant « J'ai enfin pu la voir. » C'était risqué, non ? Répond Rachel. « C'est juste pour brouiller les pistes, pour les faire douter, rétorque Shayla en riant. Dans le développement de l'affaire, les enquêteurs expliqueront à Rachel que ses aveux leur permettront de lui offrir un accord si elle les conduit sur les lieux du crime et décide de porter officiellement des accusations contre Shayla. Rachel accepte le marché. Elle sait que c'est sa seule chance d'échapper à une longue peine de prison. Mais ce que Rachel ne semble pas saisir pleinement,
c'est qu'un marché avec les autorités n'octroie pas la liberté, mais plutôt une sentence allégée. Dans les affaires de meurtre, on parle généralement de 30 ans de prison. Suite donc à l'accord passé, les enquêteurs, accompagnés de Rachel, se rendent à l'endroit désigné par celle-ci. Ils avancent péniblement sur la neige qui recouvre le sol. Ils sondent chaque parcelle du terrain glacé, dans l'espoir de découvrir le corps de Skylar. « Vous êtes sûr que c'est ici ?» demande Smith, le regard inquisiteur. « Oui, c'est bien ici », répond Rachel. Ils cherchent pendant des heures, mais à cause de la neige, Skylar reste introuvable. Convaincue à ce moment-là qu'elle n'ira pas en prison, Rachel laisse échapper ses pensées sur Twitter, un flot de regrets et d'espoir pour l'avenir. « Il y a tellement de choses que je regrette », tweet-t-elle avant d'ajouter, « mais je suis sur une nouvelle voie, et je ne pourrais pas être plus heureuse. Je déménage en Angleterre après l'université, je commence une nouvelle vie », poste-t-elle dans un autre tweet. « Mon passé est passé. » Le 13 mars, les enquêteurs, accompagnés de chiens pisteurs, reviennent sur les lieux. Avec la fonte des neiges, un décor lugubre se dévoile. Un banc solitaire, un arbre et, sous un amas de branches, les restes tragiques de Skylar. La scène est macabre. L'adolescente a été sauvagement poignardée plus de 50 fois. C'est atroce. Comment quelqu'un peut-il faire ça ? Murmure Smith, le visage pâle. Plus de 50 coups. C'est une rage que je ne peux même pas imaginer. Oui, et c'est une jeune fille. Quelle tragédie pour ses parents, conclut Fox, le regard empli de tristesse. 2 mois plus tard, le 1er mai, Rachel scelle son destin en signant un accord avec l'État. Elle plaide coupable et accuse Shyla, qui est immédiatement arrêtée. Rachel Schauf, alors âgée de 17 ans, est condamnée à 30 ans de prison avec une possibilité de libération conditionnelle après 10 ans. Au tribunal, elle exprime ses regrets. « Je suis vraiment désolée. Aucun mot ne peut exprimer le remords que je ressens. Ce n'était pas moi, j'ai eu peur et j'ai commis un acte irréparable. » Dave, le père de Skylar, réplique avec amertume. « Qu'elle garde ses excuses pour elle. Elle a ruiné ma vie, elle n'a coopéré que parce qu'elle a été prise. » Shyla, quant à elle, est jugée séparément. Contrairement à Rachel, elle plaide non coupable, insistant sur son innocence et accusant Rachel de mensonge. Au tribunal, elle reste muette et ne répond aux questions que par des simples oui ou non. Face à l'absence de preuves concrètes et craignant un revirement qui pourrait mener à son acquittement, le procureur lui propose un marché. Si elle plaide coupable, elle pourrait être libérée en 2029. Shyla accepte l'offre et est condamnée à une peine de prison à perpétuité pour meurtre, avec la possibilité d'une libération conditionnelle après 16 ans. Dave, après le verdict, exprime son mépris envers l'ancienne amie de sa fille. Shyla a menti du début à la fin. Elle continuera de mentir jusqu'à son dernier souffle, prétendant son innocence. Elle aura beau inventer toutes les excuses du monde, une menteuse reste une menteuse. Et soyez certain que je serai présent à chaque audience de libération conditionnelle, pour veiller à ce qu'elle reste derrière les barreaux pour le restant de ses jours. Les évaluations psychiatriques des accusés restent confidentielles, mais des indiscrétions suggèrent que Shyla serait décrite comme une psychopathe, dénuée d'empathie pour ses actes. Cette absence de remords semble justifier son attitude distante. Durant son procès, elle ne présente aucune excuse aux proches de Skylar, ne verse pas une seule larme. Shyla et Rachel résident désormais dans le même établissement correctionnel. L'affaire tragique de Skylar Neese a eu des répercussions profondes, mais la plus significative est sans doute son impact sur le système judiciaire américain, incarné par l'adoption de la loi Skylar. Cette loi a entraîné des changements importants dans le système d'alerte Amber pour les enfants disparus. Auparavant, un enfant devait être considéré comme étant en danger immédiat pour déclencher une alerte, mais la disparition de Skylar a mis en évidence les lacunes de ce système. La nouvelle loi a été mise en place pour s'assurer qu'aucun autre enfant disparu ne soit laissé sans l'aide nécessaire pour une recherche rapide et efficace. Elle a modifié les protocoles, permettant une réaction plus rapide des autorités en cas de disparition d'un enfant, indépendamment de la présomption initiale de fugue ou d'enlèvement. Plus de 10 ans sont passés depuis la tragédie, mais le temps n'a pas effacé la douleur. Dave et Mary, unis dans le souvenir éternel de Skylar, se sont fait les gardiens de sa mémoire. Ils s'assurent que son histoire ne soit pas oubliée, que son nom continue de résonner comme un appel à la justice et à la vigilance.
Depuis le 27 mars 2013, l'adoption de la loi Skylar représente ainsi un hommage durable à la mémoire de leur fille, trop tôt disparue. Nous sommes à la fin de notre émission du jour. N'hésitez pas à écouter les autres émissions du podcast et à prendre 5 secondes pour nous laisser un 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est vraiment très important pour nous. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et nous suivre sur Facebook pour nous en proposer de nouveaux. Merci et à bientôt.